Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux à cette conférence. Alors, on va essayer de trouver un compromis entre. Bon, une place s'est libérée, du coup. Entre parler suffisamment fort pour que ceux qui n'ont pas de casque puissent entendre et ceux qui ont un casque ne deviennent pas sourds en l'espace de 30 minutes. Merci donc d'être présent. Je suis Olivier Michou, je suis manager de la RSE des affaires publiques pour Deakin France. Bonjour à tous, je suis Alexandre Donascimento, je suis chargé de projet sur le collectif chez Deakin. Mais moi je ne t'ai pas entendu, donc ça ne doit pas être évident pour ceux qui n'ont pas de casque. Nous allons, pendant les quelques minutes qui viennent, vous entretenir d'un sujet qui est assez vaste. C'est pour ça que l'exercice n'est pas forcément évident, sur les incidences du nouveau règlement F-Gas sur les marchés de la pompe à chaleur. On dit bien les marchés, on globalise l'ensemble des technologies qui peuvent être couvertes à travers ce terme de pompe à chaleur. Alors, on a 30 minutes pour aborder notamment cette révision du règlement F-Gaz qui fait plus de 200 pages. Donc on va évidemment cibler les points essentiels. Et ensuite, je passerai la parole à Alexandre qui abordera avec vous les incidences sur les pompes à chaleur et en zoomant un petit peu plus sur les solutions Deakin telles qu'on envisage leur évolution à l'avenir. Alors commençons donc par cette révision du règlement F-Gaz. On l'appelle F-Gaz 3 parce que c'est la deuxième révision d'un règlement qui a vu le jour en 2006, qui avait été révisé une première fois en 2014. Alors il n'est pas encore entré en vigueur, je précise bien que le processus législatif est en train de s'achever, mais c'est tout comme, puisque les deux instances politiques de l'Union européenne se sont entendues au cours d'un accord au mois d'octobre et qu'elles ont chacune voté, ratifié cet accord par le vote en plénière du Parlement. Alors c'est indiqué le 16, mais je crois que c'était au final le 19 janvier 2024, il y a quelques semaines, et dans la foulée par le Conseil de l'Europe, donc les gouvernants, qui se sont également entendus dans une majorité relativement large pour valider et entériner ce projet d'accord. Il reste un certain nombre de détails, notamment liés à la traduction dans les 22 langues de l'Union européenne. Et pour ce qui concerne la France, alors c'est un règlement européen, donc il s'impose au droit des États membres. Il n'y a pas de transposition comme une directive. Simplement, il faut quand même adapter les lois et notamment inscrire dans le Code de l'environnement les dispositions qui ont été adoptées dans le cadre de cette révision F-Gaz. On estime que la prochaine étape, c'est donc la publication au journal officiel de l'Union européenne qui devrait avoir lieu dans quelques semaines. Et donc on estime qu'aux alentours du printemps 2024, fin mars 2024, on devrait avoir cette entrée en vigueur qui aura lieu 20 jours après la publication au journal de l'Union européenne. Alors rentrons un peu dans certains détails. Pour essayer d'identifier les points clés, il faut bien garder à l'esprit que le règlement F-Gaz poursuit deux ambitions. Une première ambition qui est d'éviter, autant que faire se peut, les fuites de gaz fluorés sur les installations. Donc c'est vraiment un travail de prévention des fuites, et dans cette thématique-là, dans cette ambition-là, on retrouve toutes les dispositions qui concernent l'étiquetage, la traçabilité, la récupération des gaz fluorés, la remise au distributeur. On voit aussi les dispositions qui concernent les notions de confinement des installations, donc les contrôles d'étanchéité obligatoires font partie de cette ambition-là. Et puis la notion de formation et de certification, et on détaillera un petit point là-dessus, c'est pour ça que cette thématique est encadrée en gras. La deuxième ambition, qui fait plus l'objet de discussions, évidemment, notamment dans ce processus de révision, c'est ce qui concerne la limite, les mesures qui visent à réduire progressivement l'usage ou le recours au gaz fluoré et au HFC tout particulièrement. Alors là-dedans, on retrouve les interdictions de gaz fluoré sur les équipements neufs qui doivent être installés, mis sur le marché. On retrouve également les restrictions d'usage. Donc là, c'est quel gaz fluoré peut-on continuer d'utiliser pour la maintenance du parc existant. Et puis le troisième point, c'est, on a beaucoup parlé, la réduction des quotas de mise sur le marché des HFC vierges, qui a fait l'objet de nombreux débats. Ces trois points-là, nous allons les détailler un petit peu dans les slides qui viennent. Commençons donc par cette notion de formation. Alors ce n'est pas le sujet qui a été le plus exposé
la suite de la conclusion de l'accord, et pourtant il n'est pas anodin. Pour la première fois, le règlement F-Gaz reconnaît que la restriction des gaz fluorés ouvre progressivement évidemment la voie à des solutions alternatives, des gaz dits naturels. On pense en premier lieu à l'ammoniac, au propane, dans des registres applicatifs complètement différents évidemment. Et pour la première fois, ce règlement reconnaît la nécessité, alors on pourrait même dire l'obligation d'une formation sur la manipulation de ces fluides alternatifs. Mais c'est simplement une obligation de formation qui n'est pas adossée à une certification. Or, dans le cadre des gaz fluorés, c'était déjà le cas à l'époque et c'est évidemment encore plus le cas aujourd'hui, les manipulateurs ont l'obligation d'être certifiés comme ayant été formés à la manipulation des gaz fluorés. Et petite chose supplémentaire qui n'existait pas dans la version 2 de ce règlement F-Gaz, c'est que désormais la validité de cette certification est limitée dans le temps. Elle est limitée à 7 ans, alors qu'avant, ce qu'on appelait l'attestation d'aptitude était illimitée dans le temps. Donc ce n'est pas anodin pour les entreprises de devoir planifier comme ça des programmes de validification, de validité des certifications des opérateurs. Je précise bien que ce n'est pas forcément le cas d'avoir cette certification pour les gaz alternatifs parce que paradoxalement ils ne sont pas couverts par le règlement F-Gaz car ce ne sont pas des gaz fluorés. Mais on a déjà cette première intention qui est nécessaire. Rentrons maintenant dans tout ce qui est restriction des recours aux gaz fluorés. Alors bon, désolé, il est difficile de résumer en un seul slide l'ensemble des restrictions de mise sur le marché d'équipements neufs à partir de gaz fluorés. Vous en avez ici un résumé, il n'est pas exhaustif, on ne voit pas là-dedans notamment tous les détails, mais on a quand même la quintessence. Alors il faut le lire, il y a 4 paramètres en fait qui se croisent. On a les applications qui sont sur la... J'ai un pointeur donc je vais pointer. Les applications que vous retrouvez ici, alors on retrouve essentiellement pack RO, pack RR, et les chillers, mais les chillers, donc les refroidisseurs de liquide, plus au sens d'une application en froid principalement, c'est ainsi que c'est édicté dans le texte. On voit ensuite évidemment des disparités en termes de puissance et après vous avez les PRP maximum autorisés en fonction d'un calendrier dans le temps. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour bien lire ce tableau, prenons un premier exemple d'un split system. Donc pack RR de moins de 12 kW, le nouveau règlement F-Gaz exigera qu'à partir du 1er janvier 2030, on pourra mettre sur le marché des split systems qui travailleront avec uniquement un gaz fluoré dont le PRP maximum autorisé est de 150 et qu'à partir de 2035, il ne sera plus possible de commercialiser des split systems qui opèrent avec des HFC ou des HFO. Donc ça montre bien qu'il y a un virage radical qui a été pris. Un autre exemple sur les packs RO monobloc, là on voit que c'est à partir de 2027, dès 2027 qu'on bascule sur un PRP de 150 et là aussi on a une abolition complète des gaz fluorés à partir du 1er janvier 2032. Les DRV, qui sont généralement au-dessus de 12 kW, eux vont devoir basculer avec un PRP maximum autorisé de 750 à partir de 2030. Donc c'est essentiellement des applications type R32. Et à partir du 1er janvier 2032, on basculera sur des PRP à 150. Par contre, là, il n'y a pas d'abolition. Globalement, les abolitions concernent les applications de puissance inférieure ou égale à 12 kW, comme vous pouvez le voir. On cible bien donc des niveaux de PRP pivots qui sont aux alentours de 750 et 150 jusqu'à une certaine abolition. Et il est important de préciser, c'est indiqué ici en vert, qu'une étude d'évaluation devra être menée par la Commission européenne avant le 1er janvier 2030 pour vérifier si le transfert technologique, la transition technologique reste en conformité avec l'objectif et ce que s'était fixé la Commission à travers cette révision. Deuxième point, c'est sur les restrictions d'usage. Donc là, on a parlé des équipements neufs. Voyons maintenant des installations existantes. Quel fluide frigorigène fluoré vais-je pouvoir continuer d'utiliser pour maintenir en l'état les installations existantes?
Là, le texte, le compromis final est relativement assoupli par rapport à ce qu'on avait pu craindre à un moment, puisque comme vous pouvez le voir sur tout ce qui est conditionnement d'air, le PRP maximum autorisé est de 2500 à partir du 1er janvier 2026, et même sauf pour les régénérés ou recyclés qui pourront aller jusqu'au 2032. Aujourd'hui, dans le conditionnement d'air, l'immense majorité des installations opèrent avec des flux frigorigènes qui sont inférieurs à ce niveau de PRP. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière, et ce texte a au moins la mansuétude d'éviter une obsolescence prématurée finalement des installations existantes, ce qui n'est pas plus mal pour les propriétaires de ces installations. Concernant la réfrigération, c'est un peu plus strict, mais il y a aussi une maturité un peu différente sur l'usage des fluides. On voit qu'à partir du 1er janvier 2032, on bascule sur un PRP de 750. Et comme je le disais, il n'y a pas de restriction à l'emploi de réfrigérants recyclés ou régénérés, même si on a quand même deux conditions ici. Ça signifie que probablement cette méthodologie-là, cette habitude-là de travail va se généraliser un petit peu plus dans les années qui viennent. Troisième point important, c'est donc, quatrième point déjà important, c'est donc ces fameux quotas, c'est-à-dire la quantité mesurée en tonnes équivalent CO2 de fluide fluoré vierge que l'on va pouvoir mettre sur le marché. Je dis bien vierge car ceux qui sont recyclés ou régénérés ne sont pas comptabilisés une deuxième fois. Ce tableau ne concerne que les HFC. Là, les HFO sont exclus de ce dispositif. Vous avez à l'écran deux courbes. La courbe bleue correspond au règlement F-Gas actuel, F-Gas 2, qui est encore en vigueur parce qu'on a déjà commencé l'année 2024, et quoi qu'il arrive, le nouveau calendrier ne pourra pas être mis en place en cours d'année évidemment, donc il ne verra le jour que sur l'année 2025 ici. Ce qui frappe évidemment, c'est la courbe bleue F-Gas 2, la courbe orange, le nouveau F-Gas 3, c'est évidemment la chute assez radicale de l'exigence de réduction de ces quotas, qui va être surtout très sensible jusqu'en 2030-2031, d'autant plus radicale qu'il faut bien noter que ce qu'on appelle les MDI, c'est-à-dire les gaz médicaux qu'on utilise notamment dans les inhalateurs et qui sont également des gaz fluorés, désormais font partie de ce calcul de quotas alors que ce n'était pas le cas. Donc en fait l'écart net, il est encore plus sensible que cet écart brut à partir du moment où on doit réserver une dizaine de millions de tonnes équivalent CO2 à ces gaz médicaux pour lesquels il n'y a pas forcément non plus d'alternatives déjà présentes sur le marché. Donc l'écart est vraiment très sensible, la chute est très importante et c'est peut-être l'un des points les plus clés ou les plus difficiles pour l'ensemble des métiers de nos filières à franchir dans le cadre de cette révision. Une étude d'évaluation, là aussi, devra avoir lieu en 2040 par la Commission pour voir si les objectifs à 2050, qui, comme vous le voyez, sont bien d'arriver à un quota zéro en 2050, si ces objectifs sont encore possibles d'être possiblement atteignables à partir de 2040. Pour conclure ma partie et avant de passer la parole à Alexandre, que faut-il retenir de cette révision? C'est un survol très succinct, je m'en excuse. C'est au moins un avantage, c'est qu'on a enfin un calendrier clair pour, disons-le, une sortie planifiée des gaz fluorés à terme. Tout le monde va donc pouvoir travailler là-dessus. La transition technologique ou de savoir-faire va se faire forcément à géométrie variable parce que pour certaines applications, on pense notamment sur les pompes à chaleur aéro ou sur les chillers en application froid, les alternatives technologiques, les fluides alternatifs sont pardon du jeu de mots, mais sont plus naturels, plus naturellement présents que sur les pompes à chaleur air-air qui vont demander aux industriels dont nous faisons partie un travail conséquent en termes de recherche et développement afin de viser une conformité au règlement sans que ça empiète trop sur l'efficacité énergétique et ni non plus, évidemment, surtout sur la sécurité. Là, le challenge il est un peu plus complexe. Il y a clairement une inquiétude sur cette réduction drastique du nombre des quotas. On estime que ce qui reste disponible aux alentours de 2030 suffira peut-être à assurer la maintenance du parc existant qui sera en cours de conversion ou de rétrofit. Soyons
conscient de cela, mais néanmoins, on va quand même avoir besoin d'une quantité non négligeable et de ce fait, ça met un vrai point d'interrogation sur la capacité de mettre sur le marché des équipements à partir de gaz fluoré préchargés, vierges, qui doivent être comptabilisés évidemment. Et donc là, de nouveau, la pression va être sur les industriels qui vont devoir rapidement switcher sur des solutions alternatives. Et probablement que le réemploi des réfrigérants au sens large, ça à travers du recyclage ou de la régénération, va sans doute se développer de plus en plus auprès des opérateurs. Et enfin, il est difficile de ne pas reconnaître que positivement ou de manière un petit peu contrainte, c'est un impact majeur pour l'ensemble du CVC, de la réfrigération évidemment aussi, et que la formation sur les fluides alternatifs et la sensibilisation à la notion de sécurité vont être indispensables pour faire en sorte que l'ensemble de nos métiers, qui que nous soyons, puissent facilement transiter vers la F-Gaz 3. Je vous remercie, je passe la parole à Alexandre pour la suite. Merci beaucoup Olivier. Comme vous l'avez pu voir, la nouvelle F-Gaz 3 va avoir un impact considérable sur les pompes à chaleur. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un peu les incidences de cette nouvelle réglementation F-Gaz sur les pompes à chaleur. Et tout d'abord, de regarder un peu les incidences à court terme. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la F-Gaz 2 va se terminer le 1er janvier 2025. Mais il y aura quand même l'introduction de l'interdiction des PRP d'un fluide avec des PRP supérieurs à 750 pour toutes les installations neuves avec moins de 3 kg de réfrigérant. Donc on parle bien de tout ce qui est système type split ou pompe à chaleur. Donc c'était déjà dans la F-Gaz 2, ça reste et ça rentrera en vigueur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et le deuxième point très important, comme Olivier a insisté, c'est anticiper la réduction des quotas. Parce que effectivement, on a des dates d'interdiction qui ont été fixées par cette nouvelle réglementation F-Gaz. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir anticiper ces dates d'interdiction parce que sinon, on va se retrouver face à une problématique de quantité disponible pour le marché. Alors, une chose qui est importante, c'est que une des manières de limiter l'usage des quotas, c'est tout simplement le réemploi de réfrigérants. Et pour ça, il faut savoir que chez Daikin, en fait, depuis 2019, on a déjà mis en place un système de réemploi de réfrigérants. Alors comment ça fonctionne? Tout bêtement, via Daikin Chemical et d'autres partenaires, en fait, on a récupéré du réfrigérant sur des installations qui sont démontées. Au lieu d'être détruit ce réfrigérant, on va en fait le régénérer. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par régénérer? C'est qu'on va prendre le matériau existant, qui sont le fluide en lui-même, on va casser la molécule de réfrigérant et on va refaire avec du fluide régénéré. L'ensemble étant certifié en termes de qualité par la certification HRI 700, qui permet d'avoir un fluide à 99% identique à du fluide neuf. Et bien sûr, le plus important, c'est de le réutiliser. Et par exemple, c'est ce qu'on fait en le préchargeant en usine dans nos produits. Alors, c'est bien de vous expliquer un peu le concept. C'est quand même mieux de vous donner un peu un impact carbone qu'on a avec ce genre de process. Et sachez que, en fait, depuis 2019, on est maintenant à plus de 400 tonnes de réfrigérants régénérés utilisés par an. On a même dépassé largement le cap des 400 tonnes en 2022 et 2023. Que ce sont plus de 100 000 VRV loop, donc loop qui ont un fluide préchargé régénéré d'usine. Et que ce programme, en fait, on l'a étendu à d'autres réfrigérants. On n'a pas uniquement, par exemple, le 410, mais on a également le R32. Il ne faut pas oublier que le 410 est composé à 50% de R32. Donc autant utiliser cette matière première qui est existante pour également faire du fluide régénéré sur du R32. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire dès maintenant pour répondre aux futures échéances de la F-Gaz. Alors, à moyen terme, qu'est-ce que vont être les ambitions en termes, nous, de constructeurs? Tout simplement, clairement, il va falloir qu'on développe des nouvelles solutions avec des nouveaux réfrigérants, des nouveaux produits, pas simplement faire un simple rétrofit, parce que ça ne serait pas la solution la plus pertinente, mais également des nouveaux concepts pour répondre à cette future réglementation. C'est des échéances qui vont arriver très vite. On est déjà en pleine recherche et développement sur ces points-là. Mais pour moi, il était important de vous expliquer un peu notre philosophie. Parce que, comme on l'a vu ensemble, cette nouvelle réglementation F-Gaz, en fait, elle prend les émissions directes
La F-gaz, en fait, sa cible est principalement l'impact du réfrigérant lui-même lorsqu'il y a une fuite de réfrigérant dans la nature. Mais la réalité, aujourd'hui, l'impact carbone d'un produit, ce n'est pas uniquement son réfrigérant qui est lié aux émissions directes, mais c'est également toute la partie émissions indirectes liée à l'efficacité énergétique du produit. En clair, c'est de voir l'ensemble du cycle de vie du produit. Pour en faire un exemple très simple, aujourd'hui, faire un VRV ou un DRV au CO2, on l'a déjà fait, on sait le faire. On a un impact sur les émissions directes qui est extrêmement faible, voire quasi nul. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les émissions indirectes, eh ben, on a un produit qui serait en tout cas 20% moins performant qu'une solution R32. Et lorsqu'on fait l'impact global du cycle de vie du produit, ben, on se rend compte que ce n'est pas la solution finalement la plus vertueuse. C'est-à-dire qu'il a vraiment un intérêt de regarder l'ensemble du cycle de vie du produit, d'avoir un fluide qui a un impact carbone effectivement faible, mais également qui ait des rendements énergétiques le plus élevés possible. Parce que clairement, un produit, quand on fait le calcul sur 15-20 ans par rapport à sa durée de vie, c'est ça qui aura le poids le plus important, puisqu'aujourd'hui on a déjà des PRP qui sont très faibles. Il faut toujours aller plus bas effectivement, mais il ne faut surtout pas oublier la partie efficacité énergétique. Bien entendu, vous l'avez compris, hein, les nouveaux fluides qui vont arriver sur le marché dans les prochaines années sont des fluides qui vont nécessiter des nouvelles formations par rapport à l'usage de ces fluides pour pouvoir faire correctement l'installation et la maintenance. Et bien sûr, voilà, toute la partie rendement énergétique. Alors, vous inquiétez pas, on a déjà des solutions pour répondre à cette réglementation F-gaz. Tout simplement, d'abord, si on fait un peu un zoom sur les solutions qui se proposent déjà aujourd'hui pour répondre à la réglementation F-gaz, elles sont déjà existantes, on peut déjà vous les proposer. Naturellement, bien sûr, il y aurait le R290 pour les applications de type pompe à chaleur aéro, mais également sur le tertiaire, on l'a bien vu, le R32 est un candidat qui a déjà un PRP très faible et qui permet d'aller de voir sur plusieurs années encore en termes de solutions bas carbone. Pour la partie industrie, grand tertiaire, clairement le HFO est une solution qui est déjà à très faible PRP et donc qu'on connaît déjà très bien. Et là par contre, effectivement, toute la partie réfrigération, le CO2 est un très bon candidat parce que dans ces applications-là, il a des performances qui sont tout à fait acceptables. Et si on regarde un peu les solutions qu'on peut déjà vous proposer bas carbone pour répondre déjà aux réglementations F-gaz et anticiper les futurs quotas, on a effectivement des solutions Alterma, pompe à chaleur qui existent au R32 et qui seront cette année accompagnées d'une version au R290. On a déjà tout un ensemble de gammes RR, que ce soit pour le petit système petit tertiaire tel que les splits ou les Skyair ou les VRV avec le VRV5 au R32 pour tout ce qui est petit et grand tertiaire. Donc pareil, on a déjà une offre globale bas carbone. Et bien sûr, la réfrigération qu'on propose déjà également au CE2 et toute la partie groupe de glacés, que ce soit froid sol ou pompe à chaleur, au R32 ou à HFO. Donc clairement aujourd'hui, on peut déjà y répondre aux premières échéances de cette future F-gaz. Il ne faut surtout pas attendre les deadlines, il faut anticiper pour pouvoir atteindre aussi également les quotas qui seront finalement un très gros enjeu également. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions-réponses, on est là pour y répondre. Bon, finalement, on a été très clair du coup. Attendez. On vous entend, oui. Non, on n'entend pas. Un, deux. Vous m'entendez, c'est bon? Parfait, merci. Alors, je voulais voir justement avec vous par rapport à
à l'impact que vous avez dans le cheminement de la décarbonation. Est-ce que votre recherche et développement vous permet également de bénéficier de tout ce qui est crédit carbone, soit par une démarche obligatoire via les EETS ou une démarche volontaire via des crédits carbone volontaires, puisque derrière vous avez quand même un processus qui permet de manière significative de réduire justement l'émission de gaz à effet de serre, et en parallèle vous avez aussi une efficacité énergétique qui est avérée. Donc est-ce que cette démarche de recherche et développement, qui quand même nécessite un certain investissement, permet à Daikin de s'y retrouver avec des financements via soit au niveau européen ou soit via les crédits carbone? Probablement, mais on ne pourra pas vous en dire plus parce qu'en fait... Je vais le mettre à côté. Merci. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Je disais probablement, mais on ne pourra pas vous en dire plus parce qu'en fait ce mécanisme-là, il remonte au niveau du siège européen et qu'en toute honnêteté, ce n'est pas par volonté de cacher quoi que ce soit. En fait, il nous échappe à nous qui sommes filiales françaises. Donc je ne peux malheureusement pas aller vraiment dans le détail de la réponse. Je m'en excuse. Bah, écoutez, merci beaucoup et bon salon.